Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Richard Darmon. Bonjour et salam et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste spécialiste de géopolitique. Vous animez l'émission hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient sur notre chaîne partenaire Studio Kalita. Richard Darmon, nous sommes presque 3 mois après le début de la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza, au lendemain des massacres du 7 octobre. Quel bilan tirez-vous de ces 90 jours de guerre? Dans quelle mesure sont-ils parvenus, selon vous, plus ou moins, à remodeler le paysage stratégique et politique localement dans la bande de Gaza, pour commencer? Écoutez, d'abord, il faut préciser que cette guerre, qui est une véritable guerre, qui n'est pas seulement une riposte au massacre du 7 octobre, cette guerre est sans précédent et ne peut en aucune manière être comparée avec les opérations menées par Tsahal à 4 ou 5 reprises depuis 2008, 2012, 2014 et après. Et donc, on a affaire à une véritable offensive au sol, qui avait été précédée par 3 semaines de bombardement. Et avec comme but, un double but qui semble parfois difficile à réaliser les deux ensemble, c'est d'abord d'anéantir les structures militaires et politiques du Hamas, et aussi grâce à l'action armée et à la pression que ça exerce sur le Hamas et le djihad islamique, de favoriser la libération de toute ou partie des otages, oui. Chose qui a été en partie réalisée il y a à peu près 3 semaines, avec la libération de plus d'une centaine d'entre eux. Et donc, en fait, on est dans un mi-parcours, j'allais dire. Ce qui se passe, c'est que Tsahal avait évidemment des renseignements assez nombreux sur le fait qu'il existe à Gaza 2 villes, en fait. Il existe la ville qu'on voit avec ses immeubles, ses bâtiments. Et la ville souterraine. Et la ville souterraine. Et donc, ce qui donne beaucoup de difficultés à Israël ces dernières semaines, notamment dans le sud de Gaza, autour du quartier dit de Khan Younes, ce sont les installations souterraines qui sont, qui étaient connues, disons, théoriquement, mais dans la pratique, c'est une véritable fourmilière, et c'est quelque chose qui a même surpris les experts de Tsahal de découvrir que le Hamas, depuis plus de qu'à construit une seconde ville souterraine extrêmement sophistiquée. Même s'ils avaient eu connaissance dans le passé de ce qu'on a appelé le métro de Gaza, mais ça va beaucoup plus loin aujourd'hui en termes de connaissances. En termes d'étendue, certains parlent d'entre 500 et 800 km de tunnels, vous imaginez, qui sont d'ailleurs pas tous interconnectés, parce que s'ils l'étaient, on aurait pu envisager leur destruction simultanée. Et donc c'est extrêmement sophistiqué. C'est d'ailleurs une ville terroriste, une région terroriste à nul autre pareil dans le monde, puisque de mémoire de géopoliticiens, ni à Falloujah en Irak, ni à Mossoul et nulle part ailleurs, même au Liban, il y a eu cette je dirais cette quantité, cet énorme réseau de souterrains. Et donc, comment vous dire, ça pose évidemment des difficultés. Alors, le fait est que le véritable problème aussi pour Tsahal, que j'avais abordé dans une étude géopolitique faite il y a quelques années, c'est que sur les 3-4 premières guerres de Gaza, c'est qu'on a affaire à ce qu'on appelle des conflits asymétriques à basse intensité. Bon, l'intensité est pas si basse que ça cette fois-ci, mais si vous voulez, c'est des conflits asymétriques, c'est-à-dire qu'on a affaire à un conflit entre une armée régulière qui est tenue à un certain nombre de dispositions et qui a sa manière d'agir, contre une entité terroriste qui n'a ni foi ni loi et qui se sert en fait de la population civile comme bouclier humain pour se protéger d'ailleurs. Et justement, Richard Darmon, est-ce que dans ce type de conflit, une armée conventionnelle peut s'assurer de la victoire face à un adversaire, à un ennemi terroriste, qui utilise souvent la population comme bouclier humain? Écoutez, tout dépend de la volonté et des objectifs des guerres et de la définition qui est donnée à cette guerre. Je crois que depuis le 7 octobre, ce qui détonne et qui différencie cette guerre de toutes les autres opérations, qui n'étaient que des opérations, qui se sont d'ailleurs terminées en queue de poisson la plupart du temps, c'est que là, donc, Tsahal et Israël ont affaire à une guerre qui a été qualifiée par sa paire et certains politiciens israéliens de deuxième guerre d'indépendance, une guerre pour l'existence même d'Israël, car ce qui est en jeu, c'est pas simplement de
de ne plus avoir comme voisin un voisin impossible qui s'appelle le Hamas et qui a d'ailleurs déjà annoncé depuis le 7 octobre que dès qu'il le pourrait, il recommencerait des raids de ce genre. Ce n'était qu'une répétition générale pour lui le 7 octobre. Et donc on a affaire à une guerre existentielle, qui est considérée comme une deuxième guerre d'indépendance. Et donc, si vous voulez, là, d'une part, évidemment, Tsahal respecte un certain nombre de dispositions, et on va voir lesquelles éventuellement, mais d'une autre manière, dans la mesure où, d'un autre côté, on parle souvent dans le droit international des populations qui ne sont pas concernées, qui sont des populations qui ne sont pas combattantes. Le seul problème, c'est qu'à Gaza, donc on disait, le Hamas se sert des populations pour se protéger, mais en même temps, il y a une grande surprise, même au niveau du commandement intermédiaire et de toutes les unités qui découvrent que dans des maisons, dans de nombreuses maisons privées, pas seulement dans des écoles, dans des mosquées et dans des lieux publics qui sont transformés en arsenaux, et les hôpitaux bien sûr, mais aussi dans les maisons privées, il y a des accès aux tunnels, il y a des arsenaux innombrables, et donc mesurer, si vous voulez, séparer comme ça paraît possible théoriquement, les combattants des non-combattants, les concernés des non-concernés, c'est absolument impossible dans cette guerre, parce que une bonne partie de la population de Gaza qui a voté pour le Hamas en 2007 le soutient, et pas seulement le soutient au niveau théorique, mais sont impliqués dans ces réseaux terroristes. Ce qui explique le bilan de ces guerres sur le plan humain, même si les chiffres sont contestés puisqu'ils parviennent simplement du ministère de la Santé entre les mains du Hamas. C'est cette définition beaucoup plus floue de la séparation de la frontière entre civils et militaires et terroristes en l'occurrence, qui pose problème à Gaza? Ben oui, bien sûr, puisque d'abord, si on en croit ce que dit Israël, bien que ce soit approximatif, depuis maintenant donc 2 mois d'action au sol, Israël aurait tué entre 8500 et 9000 terroristes, et le bilan augmente chaque jour. Et donc déjà, pour le Hamas, ils font pas de distinction, ils prennent dans l'ensemble un chiffre 21, 22 000, et donc on voit que déjà il y a une différence. Mais le vrai problème, comme l'avait dit d'ailleurs Netanyahou en 2014, la différence entre la guerre que mène Israël et la guerre que mène le Hamas, il avait eu cette formule assez heureuse à l'époque en disant que donc la différence entre le Hamas et Tsahal, c'est que Tsahal se sert de ses armes et de son armée pour protéger ses citoyens, alors que le Hamas se sert de ses citoyens pour protéger ses arsenaux. Et je crois que ça donne bien la mesure de la difficulté d'aujourd'hui. Et là, en fait, il faut savoir que la guerre qui a été engagée, vous me demandiez un bilan, évidemment, tant qu'on n'aura pas, tant que Tsahal n'aura pas, comme il essaye de le faire d'ailleurs de manière très très intense ces derniers jours, donc il n'aura pas pu couper la tête, c'est-à-dire capturer ou éliminer les dirigeants du Hamas. On a l'impression qu'on tourne autour du pot, mais en fait, il y a eu dans le nord de Gaza, par exemple, 70% des immeubles qui ont été rasés. On est en train de s'approcher de ce quotient, de ce chiffre dans le centre et dans le sud. Et donc, si vous voulez, c'est une guerre sans précédent. Alors, les buts de cette guerre sont pas encore atteints. Et on va y revenir sur ces buts justement dans un instant, avec notamment des déclarations tout à l'heure du chef des renseignements militaires d'Israël. Vous parliez des opérations, Richard Damon, tout à l'heure, de ces dernières années dans la bande de Gaza. Est-ce que cette guerre existentielle aurait dû, selon vous, avoir lieu beaucoup plus tôt, comme l'espéraient certains politiques? Je pense notamment à Avigdor Lieberman, qu'on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, revenir un peu dans la lumière, qui souhaitait agir beaucoup plus froidement et beaucoup plus sévèrement contre le Hamas ces dernières années, à la différence de Benyamin Netanyahou. Bah oui, je pense que c'est ce qu'on appelle, et ça fait partie du bilan qui est à faire et qui sera fait, je l'espère, de fond en comble, de ce qu'on appelle les conceptions stratégiques erronées, conception en hébreu, du leadership à la fois politique et sécuritaire, et ça implique aussi bien l'échelon politique et Netanyahou lui-même que les renseignements. Les renseignements, il y a 3 services de renseignement: les renseignements de Tsahal, Aman, il y a les renseignements du Shabak, des services d'intérieur de sécurité, et puis le Mossad. Et donc, il y avait une conception partagée par tous ces dirigeants selon laquelle
le Hamas aurait été intéressé à une sorte de stabilité économique, d'où le fait que Netanyahou a favorisé l'entrée de milliards de dollars du Qatar, en provenance du Qatar pour payer les fonctionnaires, y compris les policiers et les hommes d'armes du Hamas, et qui ont d'ailleurs servi à la fabrication de tout cet arsenal et ces tunnels. Et puis il y avait aussi une autre conception erronée, qui était à la base de la non-décision de Netanyahou, puisque déjà en 2008, en 2014, et ensuite, surtout en 2008 et 2014, Tsahal était aux portes de l'hôpital Shifa déjà, oui. de Gaza, et pouvait donner l'assaut et couper la tête du Hamas. Et finalement, on l'a pas fait parce que la conception, disons l'argument géopolitique de Netanyahou, c'était de dire que si on coupait la tête du Hamas et que le Hamas n'était plus en place à Gaza, la communauté internationale, ce qu'on appelle comme ça, à tort ou à raison, allait imposer à Israël le fait que, après le Hamas, pour gérer la bande de Gaza, il faudrait faire appel à l'autorité palestinienne, qui est déjà au pouvoir à Ramallah. Et donc, le fait que l'autorité palestinienne puisse être investie, comme d'ailleurs le souhaitent aujourd'hui les Américains, de ce contrôle sur Gaza, ça aurait précipité au niveau international les demandes et les pressions contre Israël pour créer un État palestinien commun à la bande de Gaza et à la Judée-Samarie. Et donc, c'est une solution dont ne voulait pas Netanyahou. Et c'est la raison de fond et géopolitique pour laquelle il a pas été jusqu'au bout des opérations précédentes. Alors, il n'est pas le seul responsable, puisqu'il y a eu aussi d'autres gouvernements qui sont succédés, qui ont, certains d'entre eux ont mené ces opérations. Mais disons, cette conception-là, moitié économiste, qu'avec l'argent du Qatar, on pouvait calmer le jeu, et aussi que de toute manière, il fallait pas que le Hamas soit départi de son contrôle sur Gaza au profit de l'autorité palestinienne, pour les raisons que j'ai indiquées. Tout cela a créé, si vous voulez, des conceptions erronées, et surtout, ce qui est très grave, en fait, et ce qui a été à l'origine des bévues et des manques dramatiques du 7 octobre, c'est que les renseignements militaires et les renseignements en général, et même l'appareil sécuritaire d'Israël a complètement sous-estimé le Hamas, sous-estimé ses préparations, n'a pas tenu compte pourtant de certains avertissements bien précis qui ont été donnés, pas seulement par les observatrices des moyens électroniques d'Israël, mais aussi par toutes sortes de rapports que faisaient état des préparations du Hamas. Et donc on a affaire à une, si vous voulez, un aveuglement, une forme d'aveuglement. Une forme d'aveuglement, et en même temps une volonté de se rattraper à l'occasion de cette guerre, que cette guerre, Israël ne peut absolument pas ne pas atteindre ses buts, parce que sa force de dissuasion qui est tout de même assez rehaussée par ce qui a été fait, parce que je dois vous préciser que l'une des raisons pour laquelle le Hezbollah, qui est un bras avancé militaire de l'Iran au nord d'Israël, n'a mené qu'une guerre, je dirais, à fleuret moucheté contre les localités du nord d'Israël, c'est parce que les Iraniens ont bien vu que cette fois-ci Israël agissait durement et ne prenait pas de fleuret moucheté. Alors donc, justement, Richard Darmon, sur cette question d'objectifs et de dissuasion, ce matin, lors d'une cérémonie, le chef des renseignements militaires israélien, le major général Aaron Khaliva, a précisé les 3 objectifs de la campagne militaire en cours. D'abord, infliger un coup sévère à Gaza et à l'Iran, restaurer également la dissuasion israélienne donc dans la région, et assurer la libération des otages. Sur le premier point, donc, infliger un coup sévère et non pas détruire le Hamas. Est-ce que c'est un début de changement de ligne ou à minima une redéfinition plus précise et peut-être plus réaliste des buts de guerre par l'armée? Eh ben, écoutez, vous faites bien de citer ce général qui, d'ailleurs, le jour du 7 octobre, était en vacances à Eilat. Il avait le droit, mais enfin bon, pour vous dire dans quelle inconscience, même les plus hauts responsables de certains services clés étaient aveuglés par la situation qui mesurait pas. Mais c'est vrai que ces derniers jours, la dernière semaine, on assiste de la part de certains généraux, mais aussi de certains responsables, à un glissement qui affirme que effectivement on pourrait infliger des coups sévères au Hamas sans l'anéantir. Et il y a effectivement une sorte de peut-être un rajustement qui est
qui s'expliquerait par les fortes pressions américaines. Je rappelle d'ailleurs que le secrétaire d'État américain Blinken va être à nouveau présent pour la 4e fois, je crois, depuis 3 mois en Israël la semaine prochaine. Donc oui, il y a, si vous voulez, des voix qui se font entendre pour dire qu'on pourrait réviser un petit peu à la baisse les objectifs déclarés et répétés à la fois par Netanyahou et son ministre de la Défense Gallant, qui d'ailleurs est quelquefois même plus dur, je dirais, que le Premier ministre. Et donc oui, il y a un flottement qui n'est pas dû d'ailleurs aux difficultés rencontrées sur le terrain, parce que là, quand ce qui se passe sur Khan Younes et le sud de Gaza, on n'est même pas encore arrivé à la frontière de Philadelphie, la route de Philadelphie qui sépare donc Rafah, le sud de Gaza, la pointe sud de Gaza de l'Égypte. Il y aura encore du travail à faire là-bas, mais si vous voulez, le fait est que il y a une sorte de flottement, oui, qui apparaît surtout dans la presse. Alors, il faut savoir aussi, et là je tiens à le préciser, que tous enfin une partie de ces responsables, dont le général Aliwa, qui est, je vous dis, faisait partie un peu de cette élite engagée dans des conceptions erronées, oui. Aujourd'hui, et qui n'ont pas encore rendu de compte devant le pays pour leur manque et leur faute, on peut dire. Mais ça viendra, on l'imagine, probablement dans une sorte de nouvelle commission à Granat, comme après la guerre du Kippour, très probablement. Exactement, mais dans laquelle aura aussi à répondre Netanyahou, bien entendu. Mais en tout cas, si vous voulez, le fait est que y a une dichotomie, c'est ça que je voulais vous préciser, oui, entre ce que disent ces responsables et ce que à la fois ressentent et éprouvent les officiers de terrain, qui sont des centaines et des milliers à se battre, et les soldats du rang, qui eux je ne sais pas quels ordres vont être donnés dans les prochaines semaines par l'échelon politique et l'échelon militaire, mais qui n'accepteront pas de lâcher le morceau et de ne pas achever leur travail, parce qu'il y a une volonté d'arriver à réaliser ces 2 buts de la guerre, notamment l'anéantissement du Hamas, qui est une volonté très très solide. Vous avez sans doute dû rendre compte ces derniers jours des manifestations qui ont lieu et de la tente de soutien dressée devant la Knesset par des mères de soldats engagés sur le front, y compris des mères qui ont perdu leur fils, pour dire que cette fois-ci, il faut absolument aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher le morceau, il ne faut pas céder aux pressions américaines, parce que ce qui a été fait jusque-là et les sacrifices consentis avec les presque 100 et plus soldats tombés depuis le début de cette guerre sur le terrain, eh bien, ça ne doit pas être pour rien, on ne va pas s'arrêter, disons, aux 2 tiers du chemin. Et donc, il y a des tensions dans l'appareil d'État et l'appareil militaire israélien. Il y a une différence entre la volonté d'en découdre des unités et de leurs officiers de terrain, puisque finalement ils progressent chaque jour assez lentement, mais ils progressent et ils se rendent compte de l'énorme arsenal que constitue cette zone qui n'a on ne peut pas comparer Gaza à aucun autre endroit dans le monde, une base terroriste gigantesque faite pour tuer. Et donc, si vous voulez, là, il y a une dichotomie entre les discours redondants qu'on fait quand on est général, etc., ou quand on est chef des renseignements, et puis ce que le peuple d'Israël, au niveau en tout cas de ceux qui sont engagés à Gaza et de leurs familles, souhaitent pour que cette fois-ci, on n'ait pas consenti tous ces sacrifices pour rien. Richard Darmon, la semaine a été marquée par l'élimination du numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri, l'un des plus hauts responsables de sa direction extérieure. Il était notamment en charge des actions terroristes du mouvement Judée-Samarie, tout en étant l'interlocuteur privilégié du Hezbollah et de l'Iran au sein de l'organisation gazaoui. Décrivez-nous, Richard Darmon, les grandes lignes du parcours de cet archi-terroriste palestinien. Eh bien, c'est un homme qui est né, contrairement aux dirigeants actuels du Hamas. Lui, il est né en Judée-Samarie, près de Hébron. Et puis, c'est un homme qui était un homme déjà engagé dans l'islam, qui a d'ailleurs fait un diplôme d'études islamiques, et qui très très vite s'est spécialisé dans l'achat d'armes et l'armement ce qu'on appelle les brigades Al-Qassam du Hamas, c'est-à-dire les brigades armées du Hamas, qui n'est pas qu'un corps armé, qui a aussi des organisations sociales
et d'ordre divers. Et donc lui, il était spécialisé dans l'armement, et aussi c'est lui qui, ces dernières années, a mis au point un certain nombre d'actions du Hamas, comme par exemple l'enlèvement et l'assassinat des 3 jeunes dans le Gush Etzion en 2016, si je me trompe pas. En 2014, je crois. Et 2014, et qui est donc un architerroriste spécialiste dans, si vous voulez, des actions directes contre les Israéliens. Il est aussi, comme vous le disiez, le partenaire des Iraniens. Il était donc à Beyrouth, et c'est lui qui a, il faut quand même le savoir, comme Sinwar, le numéro 1 du Hamas, qui lui-même a été interné de longues années dans les prisons israéliennes, lui, il a passé 17 ans. Et tous les deux ont été libérés dans le cadre de l'accord Shalit, il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà, c'était aussi une grande sagesse israélienne que pour un prisonnier de libérer 1000 terroristes et des architerroristes. Mais enfin, ce qu'il a fait depuis, c'est qu'il a non seulement fourni le Hamas en armes, etc., mais c'est lui qui a compris. D'ailleurs, il s'en a expliqué dans des interviews nombreux. Il a compris la stratégie qu'il fallait pour essayer de non pas vaincre, mais enfin de faire reculer Israël. C'est lui qui a mis au point le plan d'enlèvement des otages. Et parce qu'il savait que si le Hamas parvenait à prendre des otages, il pouvait s'en servir comme moyen de pression, mais surtout comme moyen de division au sein de la société israélienne. Entre ceux qui disent, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis quelques semaines, il faut absolument libérer les otages, y compris arrêter toute guerre, et faire libérer ces otages. Bon, ce que d'ailleurs Israël a fait il y a un mois avec succès, et a repris la guerre ensuite. Mais là, il y a des gens qui sont partisans de ça, et eux, ils avaient très bien compris que au sein de la société, il y avait des divergences qui pourraient voir le jour. Et d'ailleurs, je vous signale que c'est ce qui se passe quand même aujourd'hui, puisque chaque jour, les familles des kidnappés et leurs amis qui manifestent tous les soirs à Tel Aviv demandent leur libération immédiate, c'est-à-dire c'est une manière, leur libération maintenant, on peut comprendre au niveau affectif et au niveau émotionnel que ce soit évidemment très souhaitable, mais ça s'inscrit comme une voie divergente avec la poursuite des opérations militaires. Et d'ailleurs, les mamans, les femmes et les mères de famille des soldats qui ont donc manifestent tous les jours devant la Knesset, en fait, ne veulent pas s'inscrire en compte, mais disent que c'est justement en affirmant plus fort encore la présence de Tsahal et en faisant avancer Tsahal que on pourra faire pression sur le Hamas. Il faut croire que malgré le fait que donc Tsahal ait pu prendre et détruire 70% des ressources du Hamas et des immeubles, disons, impliqués dans le terrorisme là-bas, ça ne suffit pas encore, puisque cette arme de la libération des terroristes, peut-être que Sinwar, qui est dans son bunker au cœur du sous-sol de Khan Younes, va devoir s'en servir. Enfin, est-ce qu'on s'en servir peut-être au dernier moment pour sauver sa vie? Mais le fait est que la pression soit pas encore suffisante, puisque après l'élimination de Al-Arouri à Beyrouth, il y a 3 jours, le Hamas a arrêté toute négociation et tout pour parler sur l'éventuel pour libérer toute ou partie des otages israéliens. Alors parlons maintenant, pour terminer, il nous reste à peu près 2 minutes, des conséquences de cette élimination. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé hier Israël d'une réponse après cette action en plein cœur d'une zone de Beyrouth contrôlée par la milice chiite. Il doit à nouveau s'exprimer demain, alors que plusieurs incidents ont marqué la journée de jeudi, notamment l'envoi d'un missile anti-char par le Hezbollah contre une maison de Metula dans le nord d'Israël. Richard Damon, est-ce que l'escalade est désormais l'horizon le plus probable entre Israël et le Hezbollah? Eh bien, écoutez, on peut dire que oui, sur le fond. La question, c'est une question de calendrier. Je dois vous dire d'ailleurs que, comment dirais-je, le chef du Hezbollah, Nasrallah, a envoyé un double avertissement à Israël. Il a expliqué que il est évident que son organisation va répondre à cet acte. Donc, il va y avoir un acte punitif, a-t-il dit, contre Israël. On ne sait pas très bien lequel, mais qui sera mesuré. Enfin, il a dit mechouchav, ça veut dire estimé. Mais il a aussi mis en garde Israël contre le fait que si Israël considérait que c'était une ligne rouge franchie par le Hezbollah, de faire très attention à ne pas
riposter à sa riposte. Donc il a pris une double mesure, si vous voulez, parce que là, ça pourra, oui, selon ses dires, déboucher sur une guerre régionale totale. Le fait est qu'en tout cas, si vous voulez, pour Israël, le cap est maintenu. C'est ce que dit d'ailleurs le porte-parole de Tsahal et ce que disent les politiques, les militaires, c'est que l'objectif d'Israël, c'est d'en finir avec le Hamas au maximum dans les semaines qui viennent, et donc et que le Hezbollah, on s'en occupera après. Maintenant, et pourquoi? Parce que il y a 85 000 Israéliens, presque 100 000, qui ont dû quitter leur kibbutz et leur maison le long de la frontière libanaise, et ils sont pas prêts de revenir s'il n'y a pas un changement stratégique, puisque la demande principale d'Israël, c'est de dire que le Hezbollah doit appliquer la résolution qui avait été prise en 2006 après la fin de la Seconde Guerre du Liban, de se replier en deçà du fleuve Litani, c'est-à-dire 50 km au nord. Et cette résolution qui avait été approuvée par les Américains et qui était une des conditions du cessez-le-feu n'a jamais été respectée par le Hezbollah, et elle redevient à l'ordre du jour parce que, comme l'ont dit les dirigeants israéliens, si le Hezbollah et cette fois se replie en se retirant à 50 km, alors là, ça permettra un retour des populations civiles israéliennes, mais dans le cas contraire, non. Et si ça ne s'obtient pas par la voie diplomatique, les Israéliens ont bien prévenu qu'ils n'allaient pas maintenir des années durant cette population dans des hôtels et dans des solutions de rechange provisoires, et que pour faire revenir les Israéliens dans leur kibbutz et dans leur moshav, eh bien, il y aura à ce moment-là une offensive israélienne. Et donc, si vous voulez, tout dépend en fait pour répondre à votre question, à l'échelle du temps, on ne sait pas très bien quand cet élargissement aura lieu. Si ce sera un élargissement de la guerre actuelle, alors que notre compte n'est pas encore terminé avec le Hamas, oui, ou si après, une fois le Hamas chassé du pouvoir à Gaza. En tout cas, c'est inévitable dans le contexte actuel qu'il y ait un round, dans un premier temps éventuellement diplomatique, mais on ne voit pas très bien comment il acceptera le Hezbollah de faire ça, mais il y aura un round militaire prévisible, et puis si le Hamas déborde et puis finalement reçoit un feu vert de l'Iran, il se peut que ça se passe aussi dans pas très longtemps. Maintenant, pour terminer, conclure, oui. on a une donnée, c'est que l'Iran, on l'a bien vu, ne veut pas, dans ce contexte, pour différentes raisons, ne veut pas on a un petit souci de connexion pour terminer cet entretien avec Richard Darmon, qu'on n'entend plus. On va essayer de Richard Darmon, on vous retrouve oui. pour conclure. On vous a perdu quelques instants. Oui, je disais que l'Iran, pour différentes raisons, n'a pas souhaité appuyer sur le feu vert pour une guerre régionale, puisque son plan des Iraniens, c'était de déclencher une offensive sur 3 jours avec 4 fronts contre Israël, le nord, le Hezbollah, le sud avec le Hamas, et aussi des soulèvements en Judée-Samarie, et aussi ses propres missiles, une fois que l'Iran aura atteint le seuil nucléaire. Et en fait, l'Iran s'est fait surprendre par l'offensive du Hamas et n'a pas finalement soutenu le Hamas à hauteur de ce que les chefs du Hamas attendaient, parce que le Hamas a décidé finalement de trahir le plan initial des Iraniens. Et donc, bon, comment tout ça va se redistribuer, on n'en sait pas trop grand-chose, mais pour l'instant, l'Iran n'a pas intérêt, car ils se sont rendus compte que les Israéliens, en espace de 48 heures, même pas, avaient mobilisé presque 400 000 hommes et avaient frappé fort à Gaza, et finalement ont préféré ne pas. Bon, ils n'étaient pas en situation d'appliquer ce plan pour différentes raisons, mais le fait est que ce serait éventuellement que partie remise. Merci beaucoup Richard Darmon d'avoir été avec nous. J'annonce à nos auditeurs que vous organisez au Centre Begin de Jérusalem, nos auditeurs en Israël évidemment, une série de conférences autour de ce thème: Tzahal, armée morale, légende ou réalité, 14-28 janvier, puis 11 et 25 février. Merci encore d'avoir été avec nous, et puis je renvoie également nos auditeurs à l'écoute de votre émission hebdomadaire de géopolitique Israël au cœur du Moyen-Orient sur la chaîne Studio Qualité. À très bientôt sur Radio J. Merci et bonne soirée.